Donc nous, c'est l'association Stop 2023. Donc on va essayer de vous présenter un peu, donc vous avez vu là dans le petit film, le renouveau minier, donc la relance de l'exploitation minière, hein, donc, qui se passe en France depuis peu. Vous l'avez vu, il y a plusieurs territoires concernés, la Bretagne, la Sarthe, tous les massifs granitiques en fait, dans lesquels on va trouver du minerai d'or, hein, qui est mis en avant, mais aussi des métaux précieux, on va dire. Voilà. Donc on va commencer peut-être par une petite carte, voilà, du secteur, donc, sur laquelle on peut apercevoir Montluçon, mais aussi un peu plus en amont, donc Montluçon avec le Cher, et un peu plus en amont, notre secteur avec le bassin de Gouzon, Chambon-sur-Voueize, la Voueize et la Tarde qui vont se rejoindre le Cher. Voilà. Donc nous on peut dire que c'est un petit permis minier. Il commence par un petit permis de 50 km². Donc par rapport aux permis qui sont délivrés ailleurs en Bretagne, on va dire que c'est pas très très gros. Donc là ici sur cette carte on voit le permis de Villerange, donc le permis creusois. C'est cette limite là. Donc 50 km² pour l'or, les métaux précieux et on va dire ce qu'ils appellent eux les substances connexes. Donc on n'a jamais vraiment réussi à savoir ce que c'était, mais bon, apparemment ils recherchent 44 substances. Et puis on va dire que ce petit périmètre là, qui est un peu plus petit que notre permis, que certains connaissent peut-être, c'est la concession du Châtelet, qui se situe sur les communes de Chambon, Évaux et Budelière. Et donc cette concession vient d'être libérée cette année en janvier 2015. Et donc on peut dire qu'elle est dans le viseur aussi des compagnies minières qui vont venir exploiter ici. Donc nous pour le moment c'est un permis de recherche, c'est la première phase on va dire d'un permis minier. Permis de recherche, on recherche les substances, on recherche les gisements, on les qualifie et par la suite on demandera une concession à l'État sur le secteur sur lequel on a investi et recherché. Voilà. Oui, une question de vocabulaire. En fait, aujourd'hui c'est la phase dite de recherche. Ensuite, lorsque celui qui a cherché dit je veux exploiter, le terme c'est demande de concession, comme a dit Pierre tout à l'heure. Il faut savoir qu'une demande de concession, ça veut dire en fait le permis d'exploiter le minerai. Donc ça c'est une carte blanche, c'est comme quand vous avez le permis de conduire en voiture. Là vous pouvez conduire la voiture où vous voulez. Là, lorsqu'on a la concession, c'est l'exploitation du minerai sur la surface du permis en question. Voilà, donc notre permis minier qui n'arrive pas par hasard, puisque dans les années 80, début 80, la société Donctrieux, qui va fusionner avec une autre société et plus tard s'appeler Total Compagnie Minière France, vient faire des recherches à Villerange, en Creuse, au départ pour de l'uranium. Et puis très vite, avec leur découverte, ils changent le permis et ils demandent un permis pour les métaux précieux. Ouais. Oui, alors ce permis en fait, il est ouvert, c'est un permis de recherche comme celui d'aujourd'hui, là, en 1980, et en fait c'est un permis sur 3 ans. Et au bout de la 3e année, il demande une extension sur encore 3 ans. Au départ, la surface était un peu plus réduite. Mais il demande cette extension pour... alors apparemment ça ressemble, parce qu'on a vu ça dans les dossiers, une sorte de concession, sans jeu de mots, c'est-à-dire qu'ils disent on recherche plus d'uranium, mais à ce moment-là on demande une surface de recherche plus large. Et pour l'or, et essentiellement ce qui était mis en avant à l'époque, c'était l'or, le tungstène et l'antimoine.
Dans le dossier de demande de permis, ensuite, on voit ces 3 métaux qui sont typiquement étudiés, mais ça n'empêche pas que je pense qu'ils ont tous les échantillons et étudié pas mal de choses, puisqu'aujourd'hui, s'ils cherchent 40 métaux, c'est qu'ils savaient déjà, ils avaient cherché à l'époque. Donc, cette première extension a lieu en 83, et ensuite, en 86 et 89, la fin de la demande, enfin de la recherche aboutit sur une demande de permis. Et là, donc, le périmètre de la demande de permis, c'est exactement le même périmètre qu'on vous a montré tout à l'heure, de celui pour lequel aujourd'hui on recherche de nouveau 30 ans après. Voilà, donc... je voulais peut-être essayer de voir si des gens... Est-ce que des gens dans la salle ont déjà des informations qui ressemblent à ce qu'on vous raconte maintenant? Par exemple, ce qu'il s'est passé il y a 30 ans. Est-ce que des gens soit le découvrent aujourd'hui, ou soit disent bah oui, je me rappelle de ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années sur la surface de l'USA. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir pour nous expliquer sous quel angle ils connaissent le sujet? Mais rassurez-vous, en Creuse, ils n'étaient pas plus informés. Donc à l'époque, en 1989, donc arrive cette demande de concession de la part de Total Compagnie Minière, qui fait sa demande auprès du ministère de l'Industrie. Donc en expliquant bien qu'ils ont découvert des gisements importants, donc 33 tonnes d'or sur notre permis. Donc ça commence à être conséquent, plus Marc le disait, l'antimoine et le tungstène, et l'argent aussi. Donc ça commence à faire un beau projet minier. En volume de roche, donc il nous explique, hein, tout est détaillé, donc ça fait à peu près 7 millions de tonnes de roche à extraire. Donc 14 fois le volume de roche qui a stocké à l'ancienne mine du Châtelet. Voilà, à l'ancienne mine du Châtelet, on a à peu près 500 000 tonnes. Hein. Donc là, vous voyez un peu la différence d'échelle. Ensuite, troisième chose importante que nous apprend la demande de concession, donc pour exploiter ce minerai, il leur faut absolument avoir une usine de cyanuration sur place, c'est le mieux. Idéalement, donc dans le texte, idéalement placé à l'USA, qui est le cœur du permis, et qui possède le plus gros gisement, 20 tonnes d'or. Et donc, ces installations, donc en 1989, elles n'étaient pas encore classées Céveso, mais depuis, donc avec la réglementation européenne, et puis peut-être que André pourra nous en parler, elle connaît ça mieux que nous, mais depuis, et surtout depuis l'expérience, c'est-à-dire depuis les catastrophes qui se sont enchaînées en Europe, donc en Espagne et dans les pays de l'Est, depuis, les bassins de décantation des résidus cyanurés, plus tout le stockage des produits chimiques dangereux, donc fait que ces usines-là sont classées Céveso. Voilà ce qui a changé depuis 89, mais c'est le même type d'unité de cyanuration que les industriels montent. Ça n'a pas changé, les techniques n'ont pas changé depuis 1989. Voilà. Je fais juste une parenthèse. Dans le dossier Total, donc, où en 89 ils font cette demande de concession, donc la demande du permis, il y a tout un chapitre sur l'expérimentation sur le minerai, puisqu'ils avaient sorti 12 000 tonnes de minerai à l'époque, et ils font vraiment un travail pour montrer qu'ils sont capables d'avoir des rendements assez fins, etc. Donc c'est assez croustillant. Enfin, c'est pas un fantasme, hein, l'idée que on puisse extraire ce minerai puis le cyanurer pour en obtenir l'or et les métaux en question, c'est réellement dans ce dossier. Hein, il y a une quarantaine de pages là-dessus. C'est vrai, c'est intéressant ce que dit Marc, c'est-à-dire que nous, quand on a eu ce dossier, la société Cominor qui vient faire les recherches chez nous et exploiter peut-être plus tard, voulait pas du tout communiquer sur le dossier, sur les recherches, qu'est-ce que ça allait être. Et nous, on a trouvé ce dossier en préfecture, et effectivement, tout est expliqué, et ils sont allés jusqu'aux tests, donc ils appellent ça des tests métallurgiques, des tests industriels, qui leur permettent de dire non seulement on a un gisement, mais en plus, à la demande de concession, on sait exactement comment on va l'exploiter. Les industriels savent quels procédés chimiques ils vont utiliser pour extraire l'or de la roche. Voilà. Et quatrième information importante qu'on apprend dans ce dossier, c'est que pour rentabiliser une telle usine, tous les gisements de la région doivent être exploités. C'est-à-dire qu'on commence par un petit permis de recherche,
puisque effectivement au niveau des investissements, ça modère l'investissement de départ, mais plus tard, donc tous les gisements, donc Évaux-les-Bains, Claveau, Budelière, Le Châtelet, Viges qui se situe plutôt côté ouest de Gouzon, entre Gouzon et Jarnage, pour ceux qui connaissent. Donc ça fait un sacré secteur, et effectivement ils réfléchissent pas comme nous, eux réfléchissent en région géologique, donc c'est assez large, ça englobe, on va pas dire tout le Limousin, mais presque, voilà. Alors c'est sûr qu'à l'époque, Pardon ? Le dossier, c'est pour dire qu'il existe. Quoi. Oui, le dossier existe. Bon, s'il y a des questions détaillées sur des aspects, on l'a là en PDF, on peut afficher les pages, et c'est ce que Roland a montré, et c'est fait comme ça. Alors à l'époque, c'est sûr que même, bon, moi j'habite Lussard, donc c'est le site vraiment sur lequel la demande de permis était centralisée. Les gens de Lussard n'imaginaient pas, alors qu'il y avait une consultation publique, mais ils n'ont pas imaginé que cette demande de permis ait pu être réalisée dans ces conditions-là. Et de l'autre côté, ce que je veux dire, c'est que sur tout ce que contient ce dossier, on découvre qu'il y a eu des recherches impactantes que même les Lussatois n'ont pas souvenance. Des forages, des galeries. Ils ont seulement... Une galerie. Oui, la seule souvenance, c'était une galerie souterraine qui en fait a été imaginée comme étant une mine, mais qui n'a pas abouti. Alors qu'en fait, dans le dossier, c'est clair, c'est au milieu de l'instruction, je vous ai dit que ça dure 9 ans, au bout de 3 ans, ils disent maintenant, il faut qu'on recherche un peu en souterrain pour avoir du minerai, pour aller plus profondément analyser où se trouvent les parties filoniennes. Alors, ce que je veux expliquer pour comprendre, c'est qu'on a l'impression que trouver de l'or dans un sous-sol, c'est gratter et puis tomber sur des amalgames de métaux, les ramasser comme des coquillages à la plage, et ensuite les emmener chez nous. Et que quand on a fait une galerie, comme disait le monsieur là, on rebouche et puis c'est propre. En fait, le dossier Leclerc le dit très, très proprement, l'or libre est rare. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, trouver des amalgames d'or par-ci par-là, comme on dit dans les ruisseaux, en or-paille, est rare. Ils disent le minerai est essentiellement de la pyrite, donc sulfure de fer, enfin pas essentiellement, pour 40%, mais 60% de l'arsénopyrite. L'arsénopyrite, alors ça fait un peu savant, là j'ai l'air savant comme ça, quand on comprend, c'est un cristal qui est en fait du sulfure de fer cristallisé avec de l'arsenic. Et majoritairement, il y a de l'arsenic au niveau de la structure cristalline. Et c'est dans ce cristal-là que certaines fois, les métaux de fer ou des métaux de soufre, des atomes de fer ou de soufre, sont remplacés par des atomes d'or et d'autres métaux qui sont amalgamés là. Et c'est cela qu'on extrait, qu'on moue entre 10 et 60 microns. Le dossier l'explique d'ailleurs, ils ont fait les tests, c'est bien, c'est un bon dosage, 10-60 microns. Et là, on fait après des traitements, on consomme beaucoup d'eau, on fait de la cyanuration, et on arrive à ressortir ces atomes d'or. Il faut bien voir qu'on parle de 5 grammes par tonne de roche. Donc une tonne de roche, ça fait un peu moins d'un mètre cube, ça fait un peu moins d'un demi-mètre cube, et là-dedans, on va trouver les 4 à 5 grammes d'or dedans. Évidemment, pour trouver les 22 tonnes d'or dont parlait Pierre tout à l'heure, on extrait à ciel ouvert, c'est ce que dit le dossier, toute la roche, on la concasse, etc. Alors, à l'USA, pour revenir sur ce que j'expliquais, dans, je dirais, la mémoire populaire, c'était une galerie souterraine, bon, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils sont repartis. Et on a toujours l'image, comme au Châtelet, ce sont des galeries, on gratte, on trouve de l'or, on est content, et puis on s'en va, on rebouche, c'est propre. Non, ce qu'on a vu sur les films avant, c'est des montagnes de notre sous-sol qui est moulu comme du café, et qu'en fait, de l'arsenic, et puis d'autres métaux lourds qui viennent s'amalgamer dans les traitements, qui sont dans les roches et qui restent notre paysage et qui sont soumises aux eaux de pluie, de ruissellement, etc. Donc effectivement, dans le petit bout de film, dans le petit montage, on avait donc les mines, un petit passage sur les mines du Bournais dans le sud de la Haute-Vienne. Donc des mines qu'on fermait en 2002 dans le sud de la Haute-Vienne. Et donc nous, la société Cominor La Mancha, donc le géologue qui vient rechercher et qui vient faire les recherches ici pour La Mancha, donc a exploité déjà donc les mines du Bournais pendant 5 ans.
Donc on sait à peu près comment il travaille. Bon, par contre, on a mis un peu de temps à comprendre aussi comment ils fonctionnaient et qui ils étaient exactement. Donc c'est une société qui appartenait à Areva, Cominor appartenait à Areva jusqu'en 2012. Et la Cominor a été revendue par Areva. Si vous voulez, c'était la branche métaux précieux d'Areva. Voilà, Areva, ils ont plusieurs branches. Ils ont la branche uranium qu'on connaît tous, mais ils avaient aussi cette branche métaux précieux avec des actifs un peu partout, donc essentiellement en Côte d'Ivoire et au Soudan. Mais aussi, on peut le voir là, ils ont une branche en Australie. Donc ils exploitent un peu partout sur la planète. Bon, alors ça c'est un organigramme qui est tiré du site internet de la Mancha, un site canadien. Bon, ils mettent un point d'honneur à dire qu'ils sont déjà une société française et ensuite une société luxembourgeoise. Voilà, bon ça ils en sont fiers. Bon, le Luxembourg, nous, ça ne nous fait pas plus rêver que ça, parce qu'on sait que c'est à moitié quand même un paradis fiscal. Et puis, si on gratte un peu plus, donc ça c'est sur leur site internet, et en grattant un peu plus, on s'aperçoit que, voilà, moi j'ai refait le diagramme comme ça, donc j'ai pas remis les pourcentages, mais c'est un peu plus clair, parce qu'il manque deux niveaux dans leur diagramme. C'est La Mancha Montréal, donc le siège de La Mancha au Canada à Montréal, ce qui n'est pas un hasard, on va dire que c'est le pays qui accueille le plus de compagnies minières, c'est un peu leur paradis là-bas. Et au-dessus de La Mancha, on va dire l'argent vient d'un fonds d'investissement égyptien détenu par un milliardaire, Naguib Sawiris. Et donc ce fonds d'investissement qui avait commencé ses activités dans les télécommunications a voulu en 2012 se diversifier en rachetant la Cominor et donc La Mancha La Cominor à Areva. Et à la tête de tout ça, on a le PDG de La Mancha, Sébastien de Montessu, qui est un transfuge en fait d'Areva. Voilà, donc pour simplifier, on va dire que le PDG, le directeur du pôle mine d'Areva en 2012 a quitté Areva et a pris la tête de La Mancha. Voilà, donc est-ce que c'était convenu d'avance? Nous, on le pense, certainement, c'est un bon poste pour lui. Et les voilà. Donc au niveau des télécoms, donc ils avaient commencé donc avec des opérateurs en Russie, fusion acquisition donc ensemble. Et là ils sont en train de se rapprocher de nous, de l'Europe, et ils viennent de racheter la chaîne Euronews que vous connaissez peut-être. Donc ils sont majoritaires dans le capital de cette chaîne. Voilà. Donc nous on est assez inquiets de cette situation parce que on voit bien que c'est des multinationales qui ont des sièges sociaux un peu partout, des sociétés assez nombreuses, et donc on sait qu'en cas de réclamation, en cas de problème, on n'obtiendra certainement pas grand chose. Voilà, donc ça c'était pour qui vient exploiter en Creuse. Après c'est pas propre à la Creuse, donc en Bretagne c'est un fonds d'investissement, c'est encore plus compliqué, c'est un fonds d'investissement coréen qui investit via une autre société basée en France, Variscan, créée par des anciens du Bureau de recherche géologique et minière. Voilà, donc voilà un peu la filière mine, comment elle se présente, comment elle est structurée. Voilà, donc on va peut-être revenir un peu sur notre permis et sur mon luçon aussi, parce que donc on le disait, nous notre crainte elle est à double sens, c'est-à-dire on craint pour l'eau du bassin, c'est-à-dire que Gouzon est une tête de bassin. Si l'eau est impactée sur le bassin de Gouzon, directement, un peu comme ce qui se passait au Châtelet, quand le Châtelet déversait l'arsenic dans la Tarde,
et ben, tout va redescendre direction les barrages, qui sont déjà certainement bien pleins, et Montluçon. Et deuxième crainte pour nous, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'usine de cyanuration. Vous avez eu là aussi un aperçu dans le petit film juste avant. C'est-à-dire il faut savoir qu'à Salsigne, ce qui a pollué énormément, donc c'est le stockage d'arsenic sans précaution, et donc l'arsenic qui ruisselle des roches et des sites de stockage, parce que parfois il est stocké pur. L'arsenic se vend et c'est stocké et c'est emmené en big bag, vous l'avez vu dans le film. Donc ça ruisselle, ça s'infiltre dans le sol. Mais aussi tout ce qui est sorti des usines de pyrométallurgie. Donc, usine de pyrométallurgie, un peu comme dans le nord de la France, vous avez des fourneaux, des hauts fourneaux. Vous avez vu celui de Salsigne qui était assez immense. Et donc ces usines crachent leurs métaux lourds. Donc, ça dépend des vents. Mais à, on va dire, 5, 10, 15, 20 km à la ronde. C'est un peu comme les incinérateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se penche sur ce problème de santé publique, mais on sait que globalement, un peu comme un incinérateur, en faisant des cartes grâce à la médecine du travail, par exemple des cartes des cancers, on sait à peu près quels sont les rayons d'action des fumées des usines. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on les retrouve, je pense. Question. Pierre, non, pas une question, juste une remarque pour compléter ça à propos des vents. Pierre dit 15-20 km, moi j'habite Boussac et j'ai régulièrement des poussières qui viennent du Sahara sur mon pare-brise. Donc pour moi 15-20 km c'est... Voilà. Ensuite, l'ADEME a publié en 2013 un recueil de données sur une étude européenne sur 10 ans, de 1996 à 2006. Cette étude, entre autres, a suivi 12 métaux lourds. Et donc, l'arsenic en fait partie. Eh bien, une conclusion mystérieuse, du moins une observation très mystérieuse, sur laquelle personne ne conclut, c'est que quand on met les sources d'émission d'arsenic sur le territoire français, donc c'est toutes les industries connues, et c'est répertorié, etc., d'un côté, et qu'on met de l'autre côté les quantités d'arsenic trouvées dans les mousses sèches sur environ 300, je ne sais plus combien, 370 ou 380 lieux de prélèvement, donc dans des lieux non pollués, des lieux non industriels, des forêts, c'est comme ça qu'ils procèdent, et quand ils mettent les deux en rapport, ils voient en gros, je ne sais plus les chiffres exacts, mais en gros c'est de cet ordre-là, les émissions sur 10 ans sont en baisse de 23%. Et pourquoi dans les mousses, ils trouvent à peu près 23% ou 25% d'arsenic en plus? Donc parmi les hypothèses, c'est que peut-être, il y a 4 hypothèses dont je ne me souviens plus, mais une que j'ai retenue, c'est que peut-être les anciens sites miniers continuent d'alimenter en émissions. Sauf que comme ces émissions-là ne sont pas tracées, forcément, on ne les trouve pas. En tout cas, eux, c'est un rapport de l'ADEME, c'est officiel. Ils trouvent 23% d'émissions en baisse, et dans les mousses, il y a 23 ou 25% d'arsenic en plus. Voilà. Et, autre remarque, sur Salsigne, le film qu'on a vu tout à l'heure, il y a eu une étude sur 26 ans d'études sur les cancers qui a été faite par l'INSERM à Villejuif. Il y a un bouquin là-bas qui en parle, qui fait le point sur l'après-mine de Salsigne. Sur cette étude-là, il montre, c'est des faits, c'est des données, sur la zone de Salsigne, il y a 110% de cancer du larynx en plus, par rapport à une zone témoin, 80% de cancer du poumon en plus par rapport à la zone témoin. L'étude a porté sur 8 000 habitants autour de Salsigne et sur une zone témoin de 39 000 habitants pendant 26 ans. Étude de l'INSERM à Villejuif. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de l'air, c'est que c'est très peu étudié, c'est très complexe à étudier, et même cette étude-là conclut à l'hypothèse de cause environnementale. Parce qu'on ne peut pas dire aux industriels, ça tiendrait devant aucun tribunal, messieurs, c'est votre arsenic qui tue les gens. Ça ne peut pas tenir. Mais pourtant, voilà, les faits sont là. Donc,
le bon sens met les faits en relation, devant les tribunaux, ça ne peut pas marcher. Et peut-être montrer la carte avec les vents. La rose des vents. ouais. Et Molusson, donc pour finir, Molusson, moi j'ai fait une petite rose des vents, vous pourrez chercher par vous-même, moi je ne suis pas un spécialiste de rien du tout, hein. Ça m'intriguait quand même. Voilà, les vents dominants de Molusson sont sud-sud-ouest. Donc on Ils voit... sont exactement, le PER en orange, voilà, Molusson est exactement sous les vents du PER. Donc les poussières d'arsenic, bienvenue à Molusson. Et du coup, c'est comme ça qu'à Salsigne, les 6 communes se retrouvent avec un arrêté préfectoral reconduit chaque année, donc avec une interdiction de consommer ou de vendre les fruits et les légumes. Voilà, donc 6 communes. 6 communes, si on fait le parallèle, nous aussi c'est pareil, là, ça représente, nous on a un PER qui englobe 7 communes. On voit un peu l'étendue que ça représente et c'est assez inquiétant. Salsigne est aussi un exemple voilà, un peu emblématique parce que une fois que le site a été abandonné par la compagnie minière qui l'exploitait, il a été revendu en partie et il y a une partie qui était exploitée par une multinationale. Et en gros, pour schématiser, on va dire que les hauts fourneaux qui à la base étaient faits pour extraire du métal ont servi au final d'incinérateurs de déchets électroménagers en tout genre. Voilà. Alors comment est-ce que c'est possible avec tous les contrôles qui sont censés voilà, être mis en place au niveau des préfectures et au niveau des institutions? Bon, c'est difficile à comprendre et ça paraît invraisemblable, mais voilà, nous on se sert d'exemples comme ça parce que c'est assez emblématique du fonctionnement de l'industrie, on va dire, en France. Voilà. Donc peut-être on va faire une petite pause là et voir si vous avez des questions là. André, je crois. Alors, puisque ce sont des Molussonnais, moi ce qui m'inquiète, c'est que la mine du Châtelet, je pense que beaucoup de gens la connaissent. On me dit que depuis 2015, elle est revenue, enfin ils peuvent réexploiter, mais je ne sais pas si vous le savez, mais cette mine a coûté quand même pas mal d'argent il y a à peu près 5 ans, où elle a été obligée d'être... Alors ils n'ont pas dépollué, ils ont mis en sécurité, ils ont coulé du béton, des choses comme ça, pour que les enfants, enfin les habitants n'y aillent pas, puisque moi je l'ai connu à ciel ouvert il y a 10 ans, où on pouvait faire ce qu'on voulait dedans. Je pense que les gens ne sont pas loin de cette mine, donc cette mine qui a coûté énormément cher à mettre en sécurité, donc je viens d'apprendre qu'ils peuvent la réexploiter, donc c'est fou. Et ça, je pense que tous les Molussonnais savent qu'au fond du barrage de Rochebu, il y a de l'arsenic. Pourquoi il n'est jamais vidé? Il a été vidé il y a à peu près 25 ans, si je me rappelle bien. J'y passe une fois par semaine, alors je connais bien. Donc il ne sera jamais plus vidé. Moi, je suis au comité de Loire-Bretagne, donc je connais un petit peu l'histoire, à cause de l'arsenic. Et quand vous recevez votre facture d'eau, vous avez obligatoirement des analyses qui sont jointes à la facture d'eau, et vous regarderez, arsenic nitrate, c'est toujours le taux qui va. Et en définitive, si on faisait faire des analyses personnelles, on verrait qu'en définitive c'est très important. Moi je ne bois absolument pas d'eau du robinet parce qu'elle est très 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 polluée. Et en plus, au bout du puits, on nous rajoute des choses importantes pour la rendre potable. Et au niveau cancérigène, c'est très 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 grave. Voilà. Donc, étant donné aussi que alors ça je connais bien parce que je suis au CODERS à la préfecture, on parlait de Céveso, vous savez quand même qu'à Montluçon on a quand même l'usine Alchèvre qui est classée Céveso, on a quand même la pollution de Landis, je ne sais pas si les gens sont conscients que ceux qui habitent dans le coin c'est horrible, on a même fermé une école pendant 1 an, et on a aussi maintenant la pollution de l'usine Environnement Recycling, vous avez dû voir des films à la télé. Moi j'ai été alertée l'autre jour par quelqu'un, donc je suis en train de voir un peu ce qui se passe. Et j'étais l'autre jour à Commentry, et Ramet ouvre une usine Céveso. Voilà, donc tout va bien dans le Brun-Saint-Montluçonnais.
Et quand je demande à l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de la santé, de faire une étude au niveau des cancers, on me dit, mais on m'a répondu l'autre jour que c'était pas possible. Ils ont essayé, mais il faudrait 7200 personnes sur 20 ans, donc ce n'est pas possible. Mais quand on est né à Montluçon et qu'on connaît les gens, on voit un peu au niveau des cancers ce qui se passe. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres lieux en France, pareil, mais c'est grave. Alors en plus, avec Villrange, ça va pas s'arranger. Juste par rapport au Châtelet, donc Châtelet c'est 1905-1955 je Oui, crois. 55. Et effectivement, la mise en sécurité, c'est pas la société qui exploitait qui l'a payé. Donc, C'est 4,5 millions C'est nous. voilà, que nous avons payé pour mettre en sécurité. C'est-à-dire juste mettre un grillage autour et des bâches plastiques. Il faut que les gens aillent voir. Hein. Ça s'arrête juste à ça. C'est 20 km, bien, c'est pas loin. Et il faut bien, si on se réfère à un ouvrage qui est sur la mine du Châtelet, il y a effectivement une polémique dans les années donc 1910-1920, comme quoi effectivement l'eau pour les Montluçonnais était polluée par le Châtelet. Et effectivement il y a eu des vaches qui étaient mortes, etc. Donc c'est un petit peu le retour qui arrive avec le nouveau projet de mine. Parce que l'eau sera la même. L'eau revient sur Montluçon obligatoirement. Ben oui. Et je crois que les gens ne sont pas assez conscients de ça. Oui, moi je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient... Je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient des informations sur... Enfin, j'ai entendu parler qu'il y aurait une interconnexion entre les réseaux d'eau, donc entre le puits de Varennes, je crois, qui est sur notre secteur, là, qui alimente l'eau du secteur de Gouzon, 18 communes autour de Gouzon. Il y a un petit souci là-bas, c'est qu'il y a des fortes teneurs en arsenic. Il y a eu un dépassement, je crois, en 2014 de la norme autorisée. Donc, suite à ça, ils ont changé les filtres. Donc, visiblement, ils ont attendu que ça monte. Ah, on est au-dessus des 10 mg, on change les filtres. Et donc, j'ai entendu parler qu'il y aurait une interconnexion, donc comme ça s'est produit entre le bassin de l'Allier et du Cher, mais entre le Cher et le bassin de Gouzon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des infos là-dessus. Ouais. Donc du coup, moi ce que j'ai envie d'appeler ça en fait le PER là qui nous concerne, le PER PPR en fait. Donc ça a démarré en 2014. Ils sont partis pour 3 ans. Donc là ils rentrent dans une deuxième phase de travaux. Ils demandent ici de faire des forages là, sur la saison qui viennent. Donc des forages qui vont traverser la nappe phréatique. Il y aura des forages à 75 mètres et 100 mètres principalement, mais il y en aura également à 350 mètres. Et donc on a vu la carte, visiblement ces forages sont vraiment ciblés très proches de la galerie dont on parlait tout à l'heure, où ils ont donc des informations très précises sur les teneurs en eau. Voilà. Et donc, donc là on est parti pour ça. Donc ce PER ici il va continuer donc jusqu'en 2016. Et moi j'imagine en fait donc en 2016 on va repartir sur un deuxième PER peut-être donc pour 3 ans, sachant que si on regarde sur le site de la Mancha, sur le site de Cañada de la Mancha, ils ont un passage donc sur leur projet en France. Alors est-ce que c'est juste un effet d'annonce pour faire monter des actions ou quoi, mais là ils envisagent une exploitation à l'horizon 2019-2020. Et donc après on peut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, quoi. On parle de cette interconnexion là, donc on va pouvoir ramener de l'eau du bassin du Cher vers notre zone là-bas où il y aurait l'usine, qui serait très gourmande en eau. On a la mine du Châtelet, donc, qui était concession BRGM dans les mains de l'État, qui va pouvoir repartir au privé. On sait que c'est une usine de cyanuration. elle aura besoin d'être alimentée. Ce PER, il va s'élargir, quoi. C'est pas un petit projet, quoi. C'est que si on a présenté Salzine, c'est vraiment parce qu'on est quelque chose qui est du même ordre de grandeur. En fait. Tout le nord-est, Ouais, l'eau des terres. Et du coup, c'est vrai ce que dit Jean. Au niveau des recherches là en ce moment, donc ça c'est la zone de recherche actuelle. Donc ils ont délimité une toute petite zone. Et puis donc ça, effectivement ça leur coûte moins cher. Ils travaillent un peu moins.
moins de personnel, moins de données à fournir. Donc une petite zone qui pour nous est très mal située, qui pour la préfecture n'a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire située à quelques mètres des puits de captage de Varennes, donc qui fournissent 80% de l'eau aux habitants du bassin de Gouzon, donc à 18 communes du bassin de Gouzon, donc c'est pas rien. 80% de l'eau vient d'ici. On sait bien sûr que c'est une nappe assez sensible, à protéger, qui a un toit peu épais. La seule nappe, véritable nappe phréatique, on va dire, de la Creuse. Et à 2 pas, donc il n'est pas sur la carte, mais du site de l'étang des Landes, site que le Conseil général met en valeur. Mais il faut bien se dire que le permis minier passe sur le parking de l'étang des Landes, en plein milieu du parking, là. Et apparemment, voilà, ça ne les a pas choqués quand ils ont tracé la carte à la préfecture, ça ne les a pas arrêtés. En tout cas, les forages vont avoir lieu dans cette zone. Donc vous avez la Voueize qui coule au milieu, là. Et dans la demande de concession dont on parlait en 1989, il est bien dit que l'usine de cyanuration était prévue de préférence à l'USA, et il me semble qu'il précisait aux Farges, donc les Farges, le hameau qui est ici. Ouais, donc, en fait, au bord de la Voueize. Au bord de la Voueize, on va dire. C'est un peu plus haut. Ouais. Donc on va dire qu'entre l'exploitation du Châtelet et aujourd'hui, les miniers ont changé un peu de technique. Avant, donc on l'a vu pour le Châtelet, ils construisaient une versa stérile et ils déversaient les stériles au bord de l'eau directement. Bon, maintenant il leur faut un peu plus de place, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent par bassin de décantation, de stockage des résidus cyanurés. Donc si l'usine était située au Farges, il leur faudrait inonder un vallon à côté pour stocker leur stérile. Voilà. Donc ça, on a un géologue en chef qui gère notre projet, qui est un peu spécialiste de tout ça. Donc dans le sud de la Haute-Vienne, donc ils ont acheté carrément un vallon d'une vingtaine d'hectares. Pour schématiser, l'usine était en haut au sommet d'une colline. Ils ont choisi un vallon plus bas et ils ont déversé, donc là à peu près la même quantité de stérile qu'il y a au Châtelet, 500 000 tonnes de résidus dans ce vallon. Bon, après, on va dire que le ministère de l'écologie est censé faire des mesures là-bas. Le site est concerné par une fiche Basol. Et le bassin de stockage crache régulièrement de l'arsenic et des métaux lourds. Mais bon, c'est pas pour autant que les gens s'affolent. Et Areva, qui est encore propriétaire du site là-bas, c'est encore Areva propriétaire dans le sud de la Haute-Vienne, a clôturé le site et gère le site un peu comme il gère les sites de mines d'uranium en Creuse, c'est-à-dire le moins de travaux possible et le plus doucement possible, on va dire. Voilà un peu comment sont gérés les stériles. Ouais, enfin, c'est pas une question. En fait, j'avais envie de préciser 2-3 choses. En fait, donc par rapport au périmètre du PER, c'est un peu ce qu'on essaye de montrer sur la carte qui est dépliée à l'extérieur. En fait, c'est assez hallucinant, quoi, quand on regarde un peu précisément ce qu'il y a sur ce secteur. Donc, on va parler d'abord du puits de Varennes, qui alimente en eau potable donc 18 communes, on l'a déjà dit. On a la présence de la seule nappe phréatique du département. On a la présence, juste sur la bordure du périmètre, de la seule réserve naturelle du Limousin. On a une SNIEF, donc qui est... Enfin, tu parlais de la Tarde là tout à l'heure, donc oui, ça, on pourrait préciser, je crois que c'est en SNIEF ou Natura 2000, je ne sais plus. Tarde en Natura 2000 et les gorges de la Voueize, là où ils travaillent, en SNIEF, voilà. Bien sûr. Ouais. Et à proximité, il y a une deuxième zone SNIEF qui est à l'arrière de l'étang des Landes, qui est très, très étendue d'ailleurs, celle-là. Enfin, déjà, si on fait rien que la superficie des zones qui sont protégées à différents... donc si on tient compte aussi des périmètres de sécurité
il y a des périmètres autour du puits de Varennes de protection. Donc, si on fait ce serait intéressant d'ailleurs, de faire la proportion des zones qui sont protégées à divers titres par rapport à l'environnement et par rapport à la taille du PER en lui-même, quoi. C'est assez hallucinant. Sinon, donc il y a aussi également la présence de tritons crétés, donc il y a une espèce protégée dans la directive 2, Habitat 2 de je ne sais pas quel règlement européen, mais donc c'est une espèce protégée au niveau européen qui est assez rare, et on a la particularité, c'est représenté sur la carte aussi, sur le secteur là-bas, d'avoir en fait plusieurs zones de ponte qui sont proches les unes des autres, ce qui est très important pour le maintien de cette espèce-là, parce qu'il a besoin de cette... d'avoir ces plusieurs zones à proximité pour des questions de variabilité génétique en fait. Et d'en avoir discuté avec une personne de l'Adréal du Limousin, je dis mais il voyait le dossier, c'est incroyable comment on peut faire passer un dossier pareil, quoi. Et donc il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on est face à une politique d'État qui ne tiendra compte de rien d'autre que son propre projet, quoi. C'est un peu la rencontre des deux là, des Arnaud de Montebourg et puis l'autre de mon je sais pas quoi. Et tout ça c'est arrangé dans un bureau avec des copains de chez X-Mine en annexe des bureaux ministériaux. Et puis on a un préfet qui change d'ailleurs tous les 6 mois ou un peu plus parfois pour faire courroie de transmission, quoi. Et donc enfin voilà. Enfin, et donc en réaction un peu, je pense à tous les collectifs en France qui se sont montés et qui sur le terrain se mobilisent. Donc le gouvernement cette année nous a préparé un joli programme de communication, donc qu'ils appellent le concept de mine responsable. Donc voilà, donc pour vous mettre dans le coup, donc les citoyens bien sûr, tous les acteurs d'un projet minier, et donc essayer comment schématiser ça, de faire un cercle et de se donner la main tous ensemble. Voilà. donc ils préparent ça, il y a des réunions au ministère, 4 réunions prévues cette année. À la base était prévue aussi la réforme du code minier, qui au final, donc des infos qu'on a eues ces jours-ci, Roland pourra peut-être en parler, réforme du code minier qui serait encore une fois repoussée, parce qu'au départ ils avaient prévu de la faire simplement par ordonnance, un maximum par ordonnance, donc ce qu'ils ont l'habitude de faire en ce moment, c'est-à-dire évacuer le débat parlementaire un maximum et faire voter les lois par ordonnance. Après, on va dire que c'est la filière, on le disait, des miniers, Variscan, Cominor, qui s'organisent pour contre-attaquer au niveau de la communication. Donc ils nous promettent des mines responsables, bien sûr beaucoup plus propres, des techniques qui ont évolué, et une autre promesse, la rédaction d'un petit livre blanc des bonnes pratiques minières. Donc ça fait toujours plaisir, ça fait de la lecture. Et bon, nous, on prend ça avec humour, mais il faut savoir qu'au Canada, ils ont utilisé ces techniques il y a bien longtemps, dans les années 2000, quand ils étaient un peu à bout de souffle, qu'ils étaient un peu contestés par les populations. Les grandes entreprises, les plus grosses multinationales ont signé une charte de bonne conduite, on va dire, qui les engage à respecter les citoyens, le territoire et à ne pas polluer. Donc en pratique, ça ne conduit pas à grand-chose, si ce n'est à expérimenter des techniques un peu obscures pour nous. Par exemple, l'arsenic, au lieu de le stocker en surface, ils ont une petite astuce qu'ils ont utilisée d'ailleurs en Haute-Vienne. On a des témoignages des chauffeurs de camions, c'est-à-dire qu'ils font un mélange de béton de chaux et d'arsenic, et on déverse ça dans les galeries qu'on veut combler. Et hop, voilà, ni vu ni connu, tout est enfoui en dessous. Après, au Canada, ça donne des situations cocasses parce que ils ont le choix pour certaines mines entre faire un béton de chaux et là-bas avec de l'arsenic se mélange. Mais bon, ils ne savent pas trop ce que ça va donner dans le temps. Est-ce que ça tiendra? Est-ce que ça ne va pas être dégradé?
Et quand il y a un bon exemple de mine comme ça, qui est très proche d'une nappe phréatique, et ils ont choisi, eux, de congeler l'arsenic dans ce qu'ils appellent le permafrost, aidé parfois avec des machines quand ça dégèle. Et donc voilà, tout un système, voilà un peu comment s'organise le système de mine responsable et propre. Donc mettre en avant la technique, la faire briller, passer un coup de chiffon pour dire voilà, on a des techniques nouvelles, plus propres, et on va vous les proposer aujourd'hui. Alors nous, dans l'association, ce qu'on pense, c'est que la mine propre, c'est la mine qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ballon que vous voyez là, il faut bien comprendre qu'en effet, il y a de l'arsenic dans le sous-sol qui est figé dans la structure arsenopyrite, qui est, comme on prend souvent l'exemple, et j'aime bien, c'est Bernard qui avait trouvé ça, quand vous avez des grains de café, vous faites couler de l'eau dessus, l'eau reste propre et les grains de café restent intègres. Donc là, l'arsénopyrite, c'est les grains de café. Maintenant, quand vous sortez tout votre sous-sol pour trouver des atomes d'or parmi le marc de café, vous sortez vos grains de café, vous les moulez, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 10 et 66 microns. Et le marc de café, donc vous faites passer de l'eau dessus, vous avez de la caféine, vous le buvez, vous êtes content. Mais après, le marc de café que vous avez, on ne le remet pas dans les grains, puis on ne le remet pas sur les arbres. On le met à la poubelle en général. Eux, ce qu'ils font, ils le laissent sur les sites. Et ce marc de café, si jamais vous le laissez tomber sur votre canapé blanc, c'est tout flingué. Donc voilà ce qui se passe. On a beau, comme disait Pierre tout à l'heure, faire briller avec des mines responsables. Alors responsables de quoi? Pas responsables de toutes les pollutions qu'on nous laisse. Donc on ne change pas que les milliers de mètres cubes qu'on sort, c'est de l'arsenic parce que c'est comme ça. Voilà, c'est pas autrement. Ça peut pas être propre. Ouais, donc ça c'est le volet sur l'arsenic, donc l'arsenic qui est présent là, puis il y a le deuxième volet par rapport au cyanure, et donc il est souvent annoncé là justement dans le cadre de ces mines propres qu'ils ont des techniques propres, et Delorme a été jusqu'à nous dire qu'en fait ils allaient faire... Oui, c'est le PDG de Cominor. Et donc, voilà, qu'ils allaient un peu comme les solutions alternatives là, pour l'exploitation du gaz de schiste. Du coup, on va tester des nouvelles solutions. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une campagne européenne justement pour l'interdiction de plusieurs ONG pour l'interdiction du cyanure, d'utilisation du cyanure dans l'industrie minière. Et suite à cette campagne, il y a dû y avoir le commissaire qui est en charge de ces questions-là. En fait, il a été forcé de reconnaître lui-même qu'il ne pouvait pas... je crois même qu'il y a une directive en fait qui doit... C'est ça, une directive... C'est ça. Une directive... Ouais, c'est bon. Une directive du Parlement européen, effectivement, qui préconise le Parlement, pour tout un tas de raisons plus que valables, et c'est vraiment très explicite, le Parlement préconise l'interdiction du cyanure dans l'industrie aurifère. Donc, bien sûr, c'est une proposition de loi, et la Commission, comme tu le dis, Jean, la Commission européenne n'a jamais voulu entendre parler de ce texte, puisque mettre en place ce texte finalement aboutirait à la fin de l'exploitation. La Commission l'a écrit, donc on rejette sur... c'est ça. Parce qu'on condamnerait l'industrie aurifère qui ne sait pas faire autrement. Voilà. Donc partout en Europe. Donc voilà, donc on ne le fait pas parce que sinon c'est une branche qui disparaît. Alors, juste une petite précision à propos du cyanure. Moi, d'après les infos qu'on m'a données, les gens de Salsigne, c'est que le cyanure c'est un problème, mais un autre problème, peut-être encore pire, c'est que dans l'usine de cyanuration, ils utilisent du nitrate de plomb. Moi, je suis pas chimiste. Donc, dans l'usine de cyanuration, ils utilisent dans ce processus du nitrate de plomb. Et d'après ce que je sais, le nitrate de plomb est extrêmement soluble dans l'eau. Donc voilà, et d'ailleurs quand on a vu tout à l'heure dans le film qui a été présenté les éléments qui constituaient la pollution, le premier d'entre eux qui était cité, c'était le plomb. Et du coup, voilà, plein de produits chimiques très intéressants. Donc on devient calé en produits chimiques, c'est bien. Mais voilà, nous, ce qui compte, ce serait d'éviter ça aussi. Donc actuellement, on est en phase d'attente. On attend que la préfecture de la Creuse ait étudié la demande pour les forages de la société Cominor.
Donc des forages de reconnaissance géologique qui seront situés dans cette zone, là où se trouvent en fait les 20 tonnes d'or du gisement de Villerange. Donc nous on demande à ce que ces forages bien sûr ne se fassent pas et se fassent en fait avec une réelle étude d'impact, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le code minier n'impose pas aux compagnies minières de faire une étude d'impact, on va dire normalisée pour ce genre de travaux. La compagnie peut très bien venir faire les forages, là 60, 80 forages, sans étude d'impact vraiment définie au code de l'environnement. Voilà, donc c'est la société minière qui fournit sa propre étude d'impact. Déjà là, il y a une contradiction. C'est elle qui fournit l'étude de danger et c'est elle qui mène le jeu à ce niveau-là, au niveau de la recherche. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur un peu les permis miniers, par exemple, comment ça se déroule, comment ça... donc je ne sais pas si on est très clair avec le permis de recherche, la demande de concession. Mais voilà, donc nous c'est un permis de recherche. Les permis de recherche sont renouvelables. Ils peuvent durer 3 ans, 3 ou 5 ans. Et c'est renouvelable 3 fois. Donc la recherche peut durer 15 ans. Et donc le site de Villerange, c'est un bon exemple parce que quand Total Compagnie Minière a fait ses recherches dans les années 80, on voit que la recherche, c'est vraiment le début de l'exploitation. On peut concasser du minerai pendant la recherche, on peut faire des forages, on peut envoyer tout ça dans un labo pour la cyanuration. Et donc vraiment, nous, ce qu'on aimerait éviter, c'est que la recherche aille plus loin. Et pour finir là-dessus, on va dire qu'il y a une autre raison qui nous tient à cœur, c'est que plus on laisse une compagnie minière investir dans le secteur, et plus ils deviennent légitimes aux yeux du ministère de l'Industrie, et plus on aura du mal à les déloger. Donc un petit exemple, c'est un débat entre nous, on ne sait pas trop de qui est parti la relance de l'exploitation minière, Montebourg pour certains, mais ça peut venir aussi de Sarkozy pour d'autres, puisqu'en 2012, il y avait déjà un permis en Guyane qui était accordé sous Sarkozy, et donc Nicolas Sarkozy a arrêté ce projet sous la pression de la population guyanaise, mais aussi parce que ça tombait bien, c'était au moment du Grenelle de l'environnement, et pour lui c'était peut-être un geste, peut-être pas très, très coûteux encore, faut voir, ou un petit arrangement, et du coup il a cassé ce permis, il a arrêté ce PER en Guyane, mais en dommages collatéraux, il ne faut pas oublier que les miniers ont tendance à traîner les États devant les tribunaux, devant la justice, pour faire valoir leurs droits. Donc IAMGOLD a demandé à l'époque d'abord 270 millions d'euros à l'État français, et en cours d'appel à Bordeaux, ils ont demandé, ils avaient perdu, et en appel à Bordeaux, ils ont demandé pas loin de 700 millions d'euros de dommages et intérêts, c'est-à-dire une partie du gisement qu'ils considèrent avoir perdu. Et résultat, ils ont perdu en appel à Bordeaux, et voilà, ça s'est tassé comme ça. Mais donc nous, on sait que l'État aura du mal à arrêter les permis en cours. Donc la crainte du tribunal et des poursuites judiciaires en premier. Et puis bien sûr, le plan de relance stratégique qu'ils ont organisé, alors au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un des leaders dans le domaine des mines, avec le BRGM, et le Bureau de recherche géologique et minière est chargé au niveau européen de conduire la relance de l'exploitation minière et de fournir certains services, donc une logistique et de l'expérience. Voilà. Juste peut-être pour bien préciser, en fait on est bien dans un permis de recherche, on n'est pas encore à l'exploitation. Le permis de recherche est obligatoire avant la phase d'exploitation.
Dans le cas de Villerange, en fait, la recherche a déjà été faite il y a 20 ans. Donc, en fait, ils n'en auraient quasiment pas besoin. Ils savent déjà ce qu'il y a sur le territoire. Mais par contre, plus ils investissent dedans, moins on pourra y arrêter. C'est très clair. Et donc, voilà, le problème, il est que pour l'instant, ils font de la recherche. Alors, tout le monde nous dit, ah, c'est que de la recherche, donc il n'y a pas de problème. C'est pas grave, ils ne sont pas en train de faire une mine. Ils font juste de la recherche. Mais rien qu'en faisant de la recherche, c'est que demain, il y aura une mine. Et aujourd'hui, le cours de l'or est très clair. Il a vraiment explosé. Et demain, il y aura une mine, c'est sûr. C'est la volonté... Alors moi je voudrais juste dire que j'habite à Budelière par exemple et que déjà si je n'avais pas été à une réunion d'information du collectif, je ne serais absolument pas au courant du projet. C'est-à-dire que les élus ne s'inquiètent absolument pas, en tout cas n'en parlent pas à la population. Il faut savoir que rien que sur l'école de Budelière, donc moi je suis représentante de parents d'élèves, j'ai posé la question par rapport à la cantine, par rapport à l'eau potable. Les élus m'ont répondu que de toute façon, les enfants, je n'avais absolument pas à m'inquiéter, ils buvaient de l'eau en bouteille. Voilà. Donc comme j'ai voulu avoir quand même un peu plus d'informations sur l'eau, c'est très opaque et de toute façon, la secrétaire de mairie des Vaux-les-Bains m'a donc clairement dit, vous savez, dans le doute, il faut toujours mieux boire de l'eau en bouteille. Donc il n'y a absolument aucun problème pour l'eau. Aucun impact, mais cela dit, voilà, buvez donc de l'eau en bouteille. Voilà, c'était juste, je voulais faire une petite aparté là-dessus, parce que, encore une fois, moi je remercie aussi le collectif, parce que sans vous et sans l'information, malheureusement, je déplore quand même que les élus, en tout cas pour l'instant, ne nous informent pas plus. Donc j'espère prochainement qu'ils le feront davantage. Voilà. J'ajouterai en ce qui concerne l'eau, puisque c'est ma partie, qu'on peut très bien boire de l'eau en bouteille. On absorbe jusqu'à 600 fois plus les résidus chimiques par la peau. Donc après, il faudra aussi se doucher avec des bouteilles. D'accord. Bonne remarque. Oui. Après le travail que vous faites depuis 2 ans, vous n'avez pas parlé jusqu'à présent de est-ce que certains élus, d'une part, certains élus commencent à vous accompagner quelque peu. Première question. Deuxièmement, je croyais que pour que l'entreprise qui veut faire de la recherche, tant qu'elle n'a pas obtenu du propriétaire du terrain le droit de passage et le droit de forêt, elle ne peut pas le faire sans l'autorisation du propriétaire. Donc, est-ce que vous avez, quelles ont été la réaction de l'ensemble des propriétaires sur les terrains concernés? Et j'ai pu comprendre qu'une fois l'autorisation, lors d'une réunion d'information que vous aviez faite, l'un d'entre vous avait dit qu'une fois que le propriétaire a donné l'autorisation et qu'un forage a commencé à être fait pour la recherche, après, il perd tous ses droits. Le sous-sol n'appartient pas au propriétaire et donc il ne peut plus s'opposer. Donc est-ce que de ce côté-là, vous avez quelques appuis ou est-ce qu'il y a eu une démission générale par rapport à des... J'imagine, il y a eu quelques tentations, Bien sûr. C'est une très bonne question. Indemnités qui ont été données pour permettre ces recherches. Vous êtes pile dans l'actualité du moment. C'est-à-dire que, donc, avant même que le permis de recherche ait été accordé, la société Cominor avait déjà pris contact avec les mairies. Ensuite, très vite, après l'accord du permis, ils ont été en contact avec les propriétaires de toutes les parcelles qui sont dans cette zone. Et donc, pour la première phase de recherche, la préfecture a autorisé d'une part la Cominor à effectuer des recherches sans autorisation écrite de la part des propriétaires. Donc, les propriétaires qui, en fait, s'étaient vus un peu mettre la pression par la Cominor et la préfecture et la mairie, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, en réunion, et qui en réunion avaient dit oui, on va vous laisser faire la première phase de recherche, parce que, attention, la Cominor arrivait, on va dire, à pas de lourd, en disant on va faire uniquement des trous à la tarière manuelle, on va rien abîmer sur vos terrains. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'ils ont eu les propriétaires pour la première phase de recherche, en disant on n'abîmera rien, on ne fera pas grand chose, juste des tout petits prélèvements de mode de terre. Et nous voilà partis pour la première phase de recherche
avec la préfecture qui dit bon, mais c'est très bien comme ça, les propriétaires n'ont rien signé, c'est pas grave, faites vos recherches. Voilà, donc ça c'était la première phase qui s'est déroulée jusqu'à fin février 2015. Et là on entre dans une deuxième phase, plus délicate, puisque c'est quand même des forages, donc c'est des travaux déjà plus importants. Il faut amener la foreuse dans les champs, il faut des fois construire une petite plateforme, il y a des bouts de forage à évacuer. Donc là, petite évolution, c'est-à-dire que la préfecture, d'une part, demandera l'autorisation écrite des propriétaires, et ça, on compte bien mettre la main dessus. Et deuxième chose, on va dire que sans doute, il y a pas mal de propriétaires qui vont hésiter cette fois-ci à donner leur autorisation. Après, dire que tous les propriétaires vont refuser, malheureusement, on en est loin. Pourquoi? Parce qu'on va dire que comme dans toutes les campagnes, mais bon, généralise, c'est pas bien, mais certains agriculteurs, voilà, là-bas, considèrent que voilà, on s'inquiète pour rien. Ils n'ont pas vraiment envie de recevoir de l'information, on va dire. On a mis du temps en recherchant la demande de concession de Total à la préfecture, en essayant de la faire passer par marque, par des voies un peu voilà, différentes pour que ça les atteigne. Donc je pense qu'il y en a une partie qui ont compris, il y en a une autre partie qui s'en fout, et il y en a une très petite partie, mais malheureusement ça suffit à continuer le projet, c'est-à-dire 2-3 agriculteurs qui ne sont pas contre recevoir un chèque en échange d'un peu d'exploration. Voilà, donc vraiment là on en est là, d'autant plus que les propriétaires des parcelles qui les intéressent, donc du côté des Farges et de ce côté-là notamment et par ici, bon voilà, on sait qu'il y en a 2-3 qui seraient a priori pas contre une rémunération. Deuxième élément qui nous est à peu près défavorable, donc l'exploration des années 80. C'est-à-dire que les Lusatois ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient passés à 2 doigts d'une demande de concession. Une demande de concession, d'une exploitation. D'une exploitation avec la demande de concession. Voilà. Donc pour eux, ce qui s'est passé dans les années 80, c'était de la recherche. Effectivement, il y a eu une petite galerie, même s'il y a 12 000 m3 encore de stérile au bord de la Voueize, hein, il y a des parcelles là, où les propriétaires ont des plantations, il n'y a rien qui pousse, c'est encore du stérile, du résidu concassé, donc ça fait une couche épaisse, invariable, si vous grattez, on dirait du tout venant un peu humide, et en fait c'est de la roche concassée qui va jamais, et qui est complètement stérile. Voilà, donc même en ayant ça, la galerie était suffisamment au fond des bois, la demande de concession bien cachée, même au niveau des mairies, les conseillers municipaux n'étaient pas forcément au courant et le projet n'a pas été expliqué. Ce qui fait qu'à l'USA, certains ont l'impression que la recherche, c'est peinard, on touche un petit chèque. Il y avait une autre rumeur qu'on essaye un peu de démonter avec les contrats de location qu'on va peut-être retrouver. C'est-à-dire il y a une rumeur qui dit que Total Compagnie Minière aurait acheté les terrains pendant l'exploration, et puis donc au prix fort, et avant de partir, à la fin, quand ils sont partis, ils les auraient revendus 1 euro symbolique. Alors là, attention, là, jackpot, non seulement on t'achète ton terrain, après on te le revend 1 euro symbolique et on te paye pendant l'exploration. Donc là, on a la totale, mais ce qui est à peu près faux, parce que apparemment, il y a quand même des propriétaires qui disent que c'était plutôt une location qu'un achat. Après, voilà, on a un peu de mal, c'est un peu opaque de ce côté-là, mais on avance un petit peu de ce côté-là avec les contacts qu'on a vu ça. Alors, Marc, je crois que ça répond un petit peu à votre question, mais je vois le plus profond dans la question, c'est de se dire, si c'est un projet dont on n'a pas besoin et qu'on souhaite refuser, c'est vrai que c'est un point d'entrée sur lequel on pourra jouer. Si on arrive à faire l'unanimité des propriétaires, parce que les propriétaires ne sont pas tous agriculteurs, sur ce point-là, enfin beaucoup en majorité, et que la prise de conscience globale au nom de la commune de ne pas avoir cette usine qui était promise en 1989 et pas la laisser revenir aujourd'hui, si c'est ça l'objectif de tous,
c'est vrai que leur dire, écoutez, dehors et ne vous installez pas, ce serait vraiment quelque chose qui nous serait bénéfique à nous tous, à moins que des gens ce soir se disent, je souhaiterais plutôt qu'il y ait une mine, parce qu'il y a peut-être des avantages aussi à avoir une mine, peut-être des emplois, on n'en a pas parlé, mais on sait que la société Cominor a essayé d'embrumer un peu tout le monde sur ce sujet-là. Je crois que j'ai l'impression que tout le monde, personne ne pose de questions là-dessus, mais tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas d'emploi particulier à créer, si ce n'est dans la balance de ceux qui seront détruits. On ne retrouvera jamais d'avantage à avoir une mine. Mais enfin bon, si la question vient, on a beaucoup d'arguments, on a étudié un petit peu ces choses-là. Donc pour revenir là-dessus, en effet, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Alors nous, on y a travaillé, c'est vrai que très vite, on s'est dit, qui sont ces agriculteurs? Moi, j'habite là-bas depuis 1997. C'est marrant, j'ai signé en gros le jour où ce permis a été refusé. C'est grâce à toi. Peut-être, je ne sais pas. Mais je n'avais jamais entendu parler, même aucun USAFRA ne savait que cette demande de permis était en cours. Comme si votre fils passait le bac et on vous apprend qu'il ne l'a pas eu, et vous ne saviez même pas qu'il était inscrit, qu'il était en terminale. Vous ne saviez même pas qu'il était à l'école. C'est exactement comme ça. Donc il faut comprendre, comme disait Pierre un peu tout à l'heure, que la mine, c'est sans douleur pour les agriculteurs du coin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour nous aider, nous, quand je dis nous, c'est pas les 4 personnes qui sont de l'autre côté, c'est nous tous, ici, les Montluçonnais, les Creusois, à faire rejeter cette mine. En effet, c'est qu'on y travaille, c'est que les gens voient que leur intérêt localement est aux antipodes de ce qu'il leur faut, et il faut que vous soyez à colporter les informations qu'on vous donne aujourd'hui, la prise de conscience, il y a des mots-clés à se rappeler aujourd'hui. On nous dit que ça n'est que de la recherche. On sait aujourd'hui que c'est des mensonges, puisqu'on nous dit maintenant, oui, en effet, je fais une petite parenthèse, on s'est retrouvé, comme on est maintenant monté en association, à être à la préfecture dans une commission de suivi. Alors, la préfecture monte des commissions de suivi, parce que la loi les codes miniers le permettent, etc. Mais attention, c'est des commissions d'information. Donc les gens qui sont inscrits peuvent y participer. Alors, je résume, il y a en général les mairies, les gens des syndicats d'eau, des associations. Nous, donc, on est venus en tant qu'association. Et on peut avoir en face de nous l'entreprise qui présente ses travaux. Alors cette première commission, il y en avait une première à laquelle nous n'étions pas présents. C'était, je crois me rappeler, septembre-octobre peut-être octobre 2014. Là, le ton, c'était plutôt... alors, en effet, les élus découvraient qu'il y avait cette recherche. On ne parlait pas du tout à l'époque du passé minier de Total. On disait, on ne sait jamais si on trouve de l'or, on ne sait pas combien d'emplois ça va créer, mais ça pourrait en créer. Enfin, ça dépend de ce qu'on trouve. S'il n'y a rien, ça ne créera pas grand-chose. Mais si on trouve de l'or, il faudra voir, ça peut peut-être en créer un petit peu. Voilà. Là, maintenant, cette deuxième commission a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines. Et du coup, Total ayant fini... Cominor ayant fini cette phase de recherche superficielle, il se devait de présenter un bilan. Il y avait lors du jour, c'était 2 questions. C'était présenter le bilan de ses recherches pour convaincre qu'ils ont suivi les procédures que la préfecture oblige. Bon, c'est pas grand-chose, c'est juste faire un dossier qui dit voilà, on a fait ça et voilà ce qu'on a trouvé. Et la deuxième chose, c'est de présenter ces fameux travaux de forage là qui sont présentés. Eh bien, le discours de la société Cominor, c'était de dire merveilleux. On n'en est pas, on ne fera pas de mine, il y a une mine sur 100 qui se fait, nous-mêmes Cominor, on ne fait pas des mines. Au Soudan, on vient d'en démarrer une, mais ça fait 25 ans qu'on était sur la recherche. Alors, en revanche, on a vraiment très bien travaillé, c'est qu'on a retrouvé ce que Total avait trouvé. Mais alors c'est là que je leur dis, parce que j'y étais, je leur dis, en gros, on a aujourd'hui numérisé en fichier PDF et PPS ce que Total avait tapé à la machine et fait en noir et blanc à l'époque. En fait, c'est vrai, ils retrouvent ce que Total avait trouvé. Alors là, ça leur permettait de dire, laissez-nous continuer. En gros, il y a un double jeu qui est difficile pour eux. Donc au début, c'est de nous enfumer, de dire aux agriculteurs, on n'a jamais rien trouvé, on va voir si on trouve de l'or, on ne sait jamais. Oubliez Total. Total, je ne connais pas. Je peux même vous donner une deuxième anecdote, c'est que au niveau local, on était très attentif à l'avenue de Cominor l'année dernière, et on s'était fait un petit réseau d'information. Moi, j'habite ça, puis d'autres personnes ici habitent aussi ça. Et la première fois où le PDG de Cominor, Juan a dit son nom, M. Delorme, est venu, comme par hasard, il est venu, alors que le périmètre de 47 km², là, c'est pas le plan, là, c'est juste un petit rectangle. 47 km²,
faut y aller, hein, c'est quand même 7 x 7, 49, hein, c'est 7 km sur 7 km, donc trouver quelqu'un sur 47 km², quand on ne sait pas quand il vient et ce qu'il fait, et comme par hasard, il était justement à l'ancienne galerie des Farges, en train d'y aller, et là on l'a questionné, en gros, pour essayer de lui dire, pourquoi ici? Ah ben on ne sait pas, alors donc très vite on lui a dit, Total, vous venez sur les traces de Total il y a 30 ans, ah ben non, on ne sait pas, on ne connaît pas, etc., etc. Donc c'était vraiment ce discours, qui était un gros mensonge, bon, qui était un mensonge par lequel, en effet, on pouvait attaquer les agriculteurs du coin, en allant les voir avant même que nous apprenions qu'il y avait une consultation publique pour ce permis, ils ont vu préalablement, en leur disant, on va refaire comme il y a 30 ans, enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais bon, certains parlent un petit peu, ça ressemblait à ça, alors en leur disant, on va rechercher, mais bon, Total avait cherché, ils n'ont rien trouvé. Apparemment, le discours, c'était, ils n'ont rien trouvé, mais on va revenir voir des fois qu'on ne trouvera pas quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, et puis c'est tout. Maintenant, on est dans la phase où on ne l'avoue pas, mais on est obligé de dire qu'on a bien travaillé, qu'il faut qu'on avance pour obtenir la progression du permis. Mais en tout cas, au niveau, c'était la première question, c'était au niveau des élus. Ah oui. Donc on a un permis qui regroupe 7 communes. On va commencer par les élus, ces élus-là. Il a fallu les sensibiliser, mais pour ça, aller vraiment au contact, parce que c'est pas évident de faire passer une information. Alors, soit parce qu'on n'est pas de la commune, soit parce qu'on a une tendance à la protection de l'environnement. Voilà, c'est pas toujours simple. En tout cas, on peut dire qu'il y a des communes qui ont bien compris. On va dire la commune de Sanaa, la commune de Saint-Loup, mais qui n'est pas dans le permis. Voilà, il y en a qui ont très bien compris. Auge a très bien compris. Aussi. Chambon aussi, la mairesse. Mais en pratique, des fois, ça peut être plus compliqué. Pour la commune de Chambon, par exemple, on va dire que la mairesse est tout à fait au courant. Elle serait pour nous. Au niveau du conseil municipal, on sent bien qu'il y a des tensions. Il y a une partie du conseil qui est plutôt pour, ou on ne sait pas, et l'autre contre. Voilà. Mais en majorité, ils ont voté contre. Voilà. Donc je dis il y a des tensions parce que Chambon a voté une motion contre le permis, Sanaa a voté une motion contre le permis. Le Conseil général, en 2014, l'ancien, le 19 mai 2014, a voté une motion demandant l'annulation du projet, l'annulation pure et simple du projet. Mais en pratique, tout ça, on va dire qu'il faudrait que ce soit fédéré, regroupé et amplifié. Parce que les simples motions, certes, il y a l'effet d'annonce, il y a la légitimité pour nous du combat, parce que c'est toujours plus facile de dire qu'on se bat contre un projet et quand il y a des élus qui s'opposent à celui-là aussi. Mais pour créer vraiment une dynamique et porter notre voix un peu plus loin, effectivement, il faudrait qu'il y ait plus d'élus qui s'engagent et qui fassent des propositions concrètes. Alors, des fois, il n'y a rien d'extraordinaire, ça peut être des communiqués de presse, ça peut être prendre la parole dans la presse. Je pense que les journalistes qui étaient à la sortie de la commission de suivi, par exemple, ont été surpris du peu d'élus qui a voulu s'exprimer, et pourtant c'était une réunion importante. Voilà, on va dire qu'ils ont tous à peu près évité la presse. Voilà, où on en est un peu au niveau des élus. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marc. En tout cas, on a essayé de travailler dans ce sens-là et de les regrouper. Il y a des bonnes volontés. Au niveau de l'USA, c'est un peu bloqué. Tu peux expliquer peut-être la situation particulière de l'USA, Marc ? L'USA, ce qui se passe, c'est que le conseil municipal a une majorité qui se tient parce que une des conseillères municipales, c'est la femme d'un propriétaire qui aimerait bien se faire exploiter, enfin se faire exproprier. Et ils étaient restés sur le passé en espérant à l'époque que Total leur aurait apporté des richesses promises. Et je ne rentre pas dans le détail parce que on va dire que je lance une polémique, mais le maire au tout départ avait déclaré dans la presse audiovisuelle que ça peut amener peut-être quelque chose, ne serait-ce que la recherche. Bon, la mine, ça se fera peut-être pas, parce qu'on est toujours dans le sujet,
ça se fera jamais. Mais au moins, il y aura des retombées économiques sur Chambon-sur-Voueize, enfin sur le canton. Et lorsque on s'est retrouvé en réunion, parce que la commune a fini par comprendre que c'était quand même nécessaire de pouvoir nous accueillir pour qu'on donne des informations qu'ils n'avaient pas du tout, c'est toujours assez vexant de se rendre compte que la municipalité n'a pas trace de ce dossier qui a été donc déposé dans toutes les 7 communes avec demande d'avis des maires, donc un dossier encore épais comme ça qu'il faut lire, qu'on a lu, qu'on a décortiqué, etc. Et de se rendre compte qu'il y a 30 ans, leurs prédécesseurs, puisque bon là ils ont de la soixantaine, ils n'avaient qu'une trentaine d'années, c'était peut-être pas eux tous, ils étaient un peu conseillers municipaux en général, les maires des communes actuelles. Donc c'était un peu vexant de se rendre compte qu'il y a un groupe de gens qui... bon, on nous appellerait néo-ruraux parce que c'est vrai qu'on n'a pas des arrière-grands-parents nés en Creuse. Moi, j'en ai un seulement qui est né en Creuse, mais c'est tout. Mais bon, et donc, il y a toujours un petit côté, on vient nous expliquer des choses qu'on n'a même pas appréhendées, qu'on n'a pas connues. Alors la mairie de Lussat avait du mal à imaginer nous accueillir au départ, et puis petit à petit, on y est arrivé. Et donc, il y avait cette histoire du maire qui avait pris un parti avec un a priori sans savoir qu'il y avait, il y a 30 ans, une demande de permis et que ce permis avait été finalement non accordé alors qu'il aurait été maire d'une commune où il y avait une mine à ses pieds. Ça ne s'appellerait plus Lussat, ça s'appellerait Lussat les mines, etc. Bon, ça, ils le découvraient. En le découvrant en temps réel, ça les a pas mal forcés. Et donc, Lussat était un petit peu difficile au départ. Aujourd'hui, bon, c'est pareil, il y a toujours un peu d'hypocrisie. Aujourd'hui, les arguments qui étaient fallacieux annoncés par Cominor, on les retourne petit à petit et on s'aperçoit que, en effet, ils étaient sur une mauvaise idée au départ. L'idée, une recherche sans douleur qui peut donner un petit peu de retombées économiques. Alors je sais pas, moi, aller faire le plein à la station à essence, est-ce que... Aujourd'hui, il faut bien voir que la recherche minière, c'est 2 personnes qui... Bon, même les foreuses, ça va être une compagnie, c'est pas Allier Forage qui va venir. C'est une compagnie, là ils seront dans les appels d'offres qui fait des gros forages pour les compagnies, qui va venir forer, qui prendra même pas un verre. Alors c'est pareil, ils viennent même pas prendre un verre au bar de Lussat, ça s'appelait pas beaucoup, qui viendrait ouvrir, qui pourrait à l'origine espérer qu'une activité minière, pourquoi pas, on arrête l'agriculture et puis on a des mines, pourquoi pas. Bon. Tout ça, c'est encore un flou artistique. Ouais. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Mais on progresse un petit peu. C'est vrai que Cominor était venu dire que des gens, on était nommés comme des activistes intellectuels, anti-tout, alors qu'au contraire, nous, on raisonne sur le pays, sur le développement d'activités. Moi, quelqu'un comme Jean qui travaille, il est aussi dans l'agriculture, il développe son activité grâce à la qualité du sol sur laquelle il bosse. Moi j'ai une boîte d'informatique, je développe mon activité sans aucun problème. Et je préfère vendre mes ordinateurs et dépanner les agriculteurs que attendre qu'une industrie minière vienne acheter son matériel informatique de grands groupes internationaux et qui viendront même pas me demander si je peux faire affaire avec eux. Non mais... Si, attends, oui, si. Attends. La petite barre. Oui, si. Non. Mais c'est vrai que si on pouvait développer sur ce sujet-là, ça nous intéresse beaucoup. Non, mais c'est clair que jusque-là, donc ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus. Jusque-là, on s'est vraiment focalisé sur la Creuse, et quand on est en Creuse, on est tourné vers Guéret. Et malheureusement, quand on voit aussi bien la Rose des Vents que le réseau hydrographique, en fait, ça fait longtemps qu'on voulait venir à Montluçon. Et puis finalement, aujourd'hui, ça s'est fait. Donc moi, je ne voudrais pas repartir d'ici ce soir, non, sans qu'on échafaude peut-être ensemble des pistes pour continuer à rameuter du monde sur Montluçon. Et bon, il y en a sans doute dans la salle ici, enfin il y en a d'ailleurs, j'en reconnais. Moi, j'étais pas du tout par ici à l'époque, mais il y en a dans la salle qui sont mobilisés il y a une trentaine d'années par rapport au projet de Chambon-Char. Et moi, pour en avoir discuté avec monsieur Duchier, que vous connaissez peut-être, qui était le monsieur qui est toujours là, qui tenait l'auberge, donc juste avant le pont, voilà, Jean-Pierre, qui s'est fait élire au conseil municipal sur un projet d'opposition au barrage et finalement qui a eu gain de cause. Et un jour, en discutant avec lui, il me disait, vous savez,
On est resté longtemps tout seul à pas vouloir ce barrage dans la vallée, et puis c'est vraiment le jour où on a réussi à convaincre les Montluçonnais et qu'on a eu les gens de Montluçon avec nous, qu'après ça a pris de l'ampleur et ça a fini par faire un sujet national en fait. Et je pense qu'aujourd'hui avec cette mine, donc déjà il faut faire la distinction entre Chambonchard finalement qui n'était pas un projet bien méchant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais voilà, il a fallu batailler longtemps avant, et puis d'élargir les troupes, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, il y a ce PER en Creuse, on a dit là qu'il y en a je sais pas si c'est entre 10, 15 ou plus maintenant, donc 200 000 km² sur la France entière. Il faut vraiment qu'on arrive à fédérer tout ça et qu'on arrive à dénoncer voilà, remettre en question de dire faire des mines, parce que là on est dans une logique en fait où on va continuer à les gratter. Alors ça nous embête parce que c'est au pied de notre porte, mais on va aller continuer à les gratter jusqu'au dernier carat ou autre chose. Et c'est vraiment face à cette logique-là qu'on est confronté, quoi. Donc là, ça demande à remettre des choses en question. Et donc, plutôt par rapport à la soirée de ce soir, moi, j'aimerais bien qu'on lance des pistes, qu'on quitte à se dire, ben voilà, on se revoit dans 15 jours, et comment on touche d'autres personnes sur Montluçon, et comment on fait monter un peu la mayonnaise, parce que là, pour l'instant, en fait, franchement, moi, j'ai quand même l'impression, le travail par rapport aux élus sur la Creuse, c'est dur, quoi, hein, c'est dur, et là, il faut qu'on sorte de la Creuse, parce que de toute façon, la décision, elle ne se prendra pas à Lussat, la décision, elle ne se prendra pas à Guéret, elle ne se prendra pas à Montluçon non plus, la décision, elle se prendra à Paris, quoi. Et c'est là qu'il faut aller, quoi, au final. Mais par rapport à ça, moi, je voulais savoir si vous avez des contacts avec des associations plus au niveau national de protection de l'environnement. Est-ce que ça permet d'avoir une audience plus vaste? Des associations comme Agir pour l'environnement ou France Nature Environnement, parce qu'il y a aussi une cyberacteurs, je ne sais pas si vous connaissez, qui font beaucoup de pétitions qui sont très, très bien et efficaces. Enfin, ils ont un système de pétition par Internet qui... Vous l'avez sur cyberacteurs. On a des contacts avec ces associations. Bon, c'est pas la solution ultime. C'est vrai qu'arriver à fédérer des gens sur un sujet comme celui des mines, bon, c'est très, très ponctuel. C'est pas si évident, mais on travaille là-dessus en effet, mais comme dit Jean, on est peu nombreux, le temps imparti pour le faire, bon là on bloque chacun 3 heures ce soir, on est une dizaine, quinzaine de personnes, on passe le relais de temps en temps, c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'on a besoin de gens, comme il dit, bon, si on peut se revoir souvent, essayer de faire tâche d'huile avec d'autres élus sur des communes qui sont plus autour, par exemple. Oui, il y a une question là-bas. Moi, je pense à une chose. Déjà, il faut informer. Sachez qu'on organise, on l'avait déjà fait l'année dernière, on organise le 25 juillet à Port-Saint-Georges, un festival. L'année dernière, on avait improvisé. On avait décidé sur la commune de Lussat de faire cette première édition. Là, c'est la deuxième. Et ça fédère beaucoup de monde. C'est-à-dire que ça vous permet, vous, de venir en famille, de rencontrer, de reparler d'autres sujets, d'avoir entre-temps parlé un petit peu dans vos têtes avec vos voisins, votre famille, et de faire mûrir un petit peu ce qu'on se dit aujourd'hui, et ensuite de rencontrer d'autres gens. C'est là qu'on rencontre des gens d'autres associations, c'est là que des gens d'autres associations vont venir chez nous. Nous aussi, on pratique un peu la même chose, on va les voir sur leur lieu de rencontre. Et là, ce 25 juillet à Port-Saint-Georges, je vous invite tous à venir et à en parler autour de vous, pour faire venir du monde. C'est pas une action commerciale, on n'attend pas de dire on va avoir 10 000 personnes. Ce qu'on attend, c'est que des gens viennent prendre l'information et ensuite la colporter. Dans Saint-Georges, c'est donc entre Chambon et Gouzon. Il faut prendre 30 km à peine. Ouais, il faut un coup d'N145 jusqu'à Gouzon et il faut même peut-être sortir un petit peu avant pour monter à bord, non Nouan. Ouais, il faut sortir à Nouan. C'est entre Nouan et Gouzon. On sort déjà à Nouan, au lieu d'aller à l'aérodrome de dépôt à gauche, on va à droite et on trouve Port-Saint-Georges. Donc le 25 juillet, c'est le samedi. Bah là, je sais pas, d'abord, on a un site internet qui s'appelle www.stopmine23 où il y a de l'information. Et là, c'est toute la journée du samedi. Je crois que ça commence à quelle heure? Ça commence à 10h du matin.
et jusqu'à tard le soir. Et donc voilà. Donc pareil, relayer d'autres actions, parler. Bon, moi j'ai eu l'occasion de parler à la radio. Là, on essaie de faire venir des journalistes. Il y a des événements. Bon, ils suivent. Il y a toujours des effets de mode. Hein. Bon, si jamais il y a un attentat, on va plus parler de ça. Aujourd'hui, comme disait notre collègue là, c'est que c'est important de voir qu'il faut qu'on. Ça se fera pas sinon on regarde notre sol et puis qu'on s'inquiète pas de ça. Ce sera très facile pour ce projet-là. Ils viennent de Paris, ils redescendent, ils ont le code minier pour eux, ils ont beaucoup de choses. Maintenant, si nous, la population, on dit mais on n'en veut pas parce qu'on sait pourquoi, déjà, il y a ce qui s'appelle l'acceptabilité des populations, ils en parlent dans l'industrie minière. Il faut que cette acceptabilité, ce ne soit pas celle d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, la consultation publique, registre à Guéret, 0 remarque. Personne ne l'a même lu. Et moi, je vous donne une petite anecdote. À un moment donné, il y a un truc, et je vous passerai le micro. Je vais à l'USA et j'en parle au maire de ce truc-là. Tout le dossier dont on vous a parlé tout à l'heure. On leur expose, on explique tout ça, qu'il y avait un permis qui avait été demandé, ils découvrent, ils tombent des nues, mais ils n'osent pas trop le montrer. Et à un moment donné, puisqu'il y a le mot tabou Varennes, Varennes, c'est les puits de Varennes et c'est la pollution, et qu'il y a 30 ans, ils ont foré, il est probable qu'il y ait des séquelles dans l'arsenic. On a du mal à le prouver, c'est difficile, mais on se rend compte que ça peut être ça. Et je vois très vite que le conseil municipal se dit c'est vrai qu'on n'a rien fait il y a 30 ans, il s'est passé des choses, on les découvre, et on voit 24 km de forage, ils pensaient qu'il y avait zéro, rien, ils n'ont pas vu une foreuse. Ou ils l'ont pas regardé, ils ne savaient pas que c'était une foreuse. Et à un moment donné, dans le dossier, il apparaît qu'ils ont fait une tranchée, donc une carrière à ciel ouvert pilote de 6000 m3 qui s'appelle la tranchée de Varennes. Et il se trouve qu'il n'y avait pas, en termes de lieu-dit, quand vous connaissez vos 3 rues autour desquelles vous habitez tous, c'est pas réellement Varennes à 100 mètres près, ça s'appelle plutôt La Chaux. Et le maire, il me répond, il dit ah ben c'est pas la tranchée de Varennes, c'est la tranchée de La Chaux. Alors il faudrait appeler ça comme ça. Et moi je me suis dit dans mon fort intérieur, c'était au moins une remarque à faire dans le registre de Guéret le jour où il y avait la consultation publique. Personne n'a même dit cette chose-là. Bon, c'est une anecdote pourrie, mais ils appellent ça tranchée de Varennes parce qu'ils sont venus, mais personne n'a rien regardé. Moi, je peux vous dire, dans le dossier, quand on fait la somme des forages, il y a 24 750 mètres de forage. Et ils font l'inventaire de tous les forages, et en fait, il manque 500 mètres quand on regarde. On fait l'inventaire. Il y a une erreur, ce qu'on appelle une erreur matérielle dans le dossier. Rien que ça, c'est-à-dire que personne ne l'a lu. Bon, moi, je ne suis pas pire que n'importe qui. J'ai pris le dossier à la maison, je l'ai lu, puis à un moment donné, je me suis fait l'addition pour faire une petite synthèse, pour présenter des trucs. J'ai fait la somme, j'ai dit, tiens, il y a un bug. Bon, bref. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous soyez tous informés, conscients, et qu'autour de vous, vous puissiez rendre les gens réactifs, alors qu'il y a 30 ans, c'était vraiment une léthargie complète. Monsieur. Oui, j'avais une question, bonsoir. Ça me paraît très compliqué pour ces industriels qui arrivent là, sur place, il y a plein de choses à bouger au niveau politique. Il y a 5 grammes à la tonne d'or. C'est quoi le truc? C'est autre chose. C'est quoi en fait C'est la somme, ouais. Tu as raison, c'est vraiment la somme des métaux. Parce que si on fait le calcul, on est loin de... Ah non, mais du seuil de rentabilité. Ah non, mais... c'est vrai, c'est très très surprenant d'ailleurs. On a bien compris que pour avoir ces 22 tonnes, il faut prendre toute la roche, un peu comme la plage, vous prenez une pelleteuse et puis dans le sable, vous aurez votre 4 grammes à la tonne. Bon, là, il faut en effet faire la carrière à ciel ouvert qui ressemble à ce qu'on a vu sur les images de la vidéo. Et tous les procédés, après c'est 2-3 camionneurs, une machine automatisée qui s'appelle un concasseur, et après tout le minerai ça va dans l'usine de cyaneuration, allez 10-12 emplois, pendant 5, 10, 15 ans, ça dépend. Oui, et voilà. Et on doit gérer de la flotte. Ah oui, oui. Mais pas eux. Eux, ils ne géreront pas le code minier, leur obligeant rien. Donc c'est très compliqué. Et en fait. Qui Pourquoi vous pensez que c'est très compliqué? Attends, ça a l'air compliqué, mettre tous ces bassins en place, pour eux, ça coûte des thunes. Non mais, les 33 tonnes d'or au prix du marché, ça fait des millions d'euros. Donc dans la balance, ça leur convient ça. C'est ça un peu comme...
Bien sûr que c'est là où ils gagnent de l'argent. S'ils ne payent pas la dépollution, ils gagnent de l'argent. Ah ouais. Je pense que eux, il y a un truc à creuser là-dessus, parce que c'est pas possible. Là, comme vous dites, ils sont obligés de faire plein de mines autour. Eux, ils ont des minerais autour. Mais c'est certain. Des déchets qui ramènent dans ces mines, comme ça s'est fait ailleurs aussi. C'est ça.